Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Poco M4 Pro. J'ai testé ce téléphone sur de nombreux critères et je pense que mon test est un des plus complets sur le web. Par contre, le format vidéo n'est malheureusement pas très adapté à un test aussi détaillé comme le mien. J'ai fait un résumé dans la vidéo, mais si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à visiter mon blog. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais à faire une petite communication de service par souci de transparence. Je suis un blogueur complètement indépendant, je ne suis pas payé pour faire ce que je fais, mais ces revenus proviennent des achats faits à partir des liens où je gagne à peu près 1% du montant total. Ce n'est donc pas grand-chose par rapport au travail livré, donc pour me soutenir, n'hésitez pas à utiliser mes liens et à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Voilà qui est fait, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je trouve que Poco se cherche encore une identité pour la gamme M. Le format et le design changent assez fortement d'un modèle à l'autre. Et ce Poco M3 Pro s'inspire beaucoup d'un autre téléphone que j'ai testé, le Redmi 10. Ces deux téléphones ont des dimensions très similaires, un poids presque similaire et le bloc photo à l'arrière est pour ainsi dire le même. On retrouve les mêmes capteurs des deux côtés, un Samsung et un Sony. Alors le Poco M4 Pro a un écran de 6,6 pouces avec un taux d'occupation de 84%, donc il y a des bordures en haut et en bas avec un capteur selfie qui prend un peu d'espace en haut. C'est un écran LCD IPS. Je reviendrai plus tard sur ce type d'écran et un test sur la colorimétrie et le contraste. En haut, on retrouve un émetteur infrarouge, un haut-parleur et un capteur de son. Sur le côté, les boutons de volume et le bouton d'allumage qui sert également aussi de capteur d'empreinte. Donc, ce capteur est très efficace. Sur la tranche gauche, on retrouve un tiroir SIM qui peut contenir une carte SIM et une carte mémoire ou deux cartes SIM. En bas, on retrouve un haut-parleur, un port USB, un capteur son et une sortie audio jack. Le Poco M4 Pro a donc deux haut-parleurs qui vous permettront d'écouter du son en stéréo. À l'arrière, on retrouve le bloc noir qu'on retrouve sur la plupart de la gamme M Poco. Ce bloc noir varie quand même un peu, donc ici on a une disposition horizontale. Je l'ai déjà vu en vertical et d'autres possibilités. C'est pour ça que je trouve que Poco se cherche encore un peu sur le design de ce téléphone. Le bloc optique, il est assez imposant, il ressort de quelques millimètres. Et donc si on pose le téléphone sur le dos, ça bouge un peu. Alors ces capteurs, le capteur principal est un capteur Samsung de 50 millions de pixels. Il s'agit du S5KJN1 qu'on trouve également aussi dans le Redmi 10. Il ne m'avait pas ébloui par sa prestation dans le Redmi 10, j'espère que le Poco fera un peu mieux. L'autre capteur, le capteur ultra grand angle, c'est un capteur Sony IMX355. Celui-là, par contre, je l'ai testé au moins une dizaine de fois sur d'autres téléphones qui ont été commercialisés cette année. Alors l'arrière du téléphone est principalement composé de plastique, avec un effet de dégradé métallique. Le plastique est de bonne qualité en fait. Quand j'appuie, je ne sens pas de déformation dans le téléphone. Et de façon globale, le niveau de finition est tout à fait correct. La marque Poco n'a jamais été pour moi une référence au niveau de la finition, mais je trouve que le niveau de finition de ce Poco M4 Pro est tout à fait correct pour cette gamme, tout à fait correct dans cette gamme de prix là. La configuration du Poco M4 Pro est très simple. En fait, elle suit exactement les mêmes procédés que tous les téléphones tournant sur MIUI 12.5. L'interface de configuration est un peu plus graphique que ce qu'on trouve d'habitude. Les écrans Google ont majoritairement été remplacés par ceux de Xiaomi. Et dans l'ensemble, je dirais que la procédure est très très simple. L'avantage, c'est que Poco ne va pas essayer de vous inscrire à un quelconque service, contrairement à Xiaomi. Par contre, vous retrouverez un certain nombre d'applications non désirées dans le téléphone. Elles sont parfaitement inoffensives, ce n'est pas le problème, mais je sais que certains utilisateurs n'aiment pas trop recevoir des applications qu'ils n'ont pas demandées. L'écran du Poco M4 Pro est un écran NVT TS. C'est le même type d'écran que le Redmi 10. C'est un écran avec une résolution de 2400 x 1080.
La fréquence de base est de 60 Hz, mais on peut la configurer à 90 dans les paramètres pour une expérience plus fluide. Bon, comme la plupart des écrans Xiaomi, le réglage d'usine n'est pas le bon. Pour obtenir la meilleure colorimétrie, il faut choisir le mode standard. D'habitude, ça suffit, mais cette fois-ci, ça ne suffit pas. En plus de changer le mode standard, il faut faire d'autres manipulations que je vais vous montrer ici. Donc, vous devez d'abord aller dans les paramètres, écran, schéma de couleur, choisir le mode standard. Habituellement, ça suffit. Mais avec le mode standard, en fait, on a une colorimétrie avec un delta E de 5, ce qui n'est pas très très bon. Il faut ensuite choisir température de couleur froide et faire glisser légèrement le blanc vers le bleu. Avec ces réglages-là, vous obtenez un delta E de 2,52. C'est un très bon score pour un téléphone d'entrée de gamme. Alors, la température du blanc s'établit à 6080 Kelvin. Bon, il aurait fallu que ça s'approche un peu plus de 6500, mais l'écart n'est pas franchement visible à l'œil nu. C'est le bleu qui est un peu en retrait. Alors, l'écran, vous le voyez ici, il n'est pas très très lumineux dans sa configuration d'usine. Il faut activer le mode soleil pour faire monter la luminosité. Donc, j'ai mesuré 398 candela par mètre carré sur la sonde. Donc, on voit ici que la luminosité est au maximum. Dans la plupart des cas, 398, ça suffit, mais on voit ici avec l'éclairage du studio qui est assez fort, la lisibilité de l'écran n'est pas extraordinaire. Donc idéalement, il aurait fallu plus de 500. Donc la luminosité du Poco M4 Pro est assez moyenne. Un peu comme le Redmi 10, c'est la même chose. J'ai mesuré un taux de contraste de 1174 pour 1 avec la sonde. Bon, là aussi, c'est une valeur dans la moyenne, donc les contrastes sont assez moyens, et donc là où Xiaomi installe les écrans AMOLED dans son entrée de gamme, Poco reste sur du LCD. Bon, la différence est assez visible. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué au AMOLED, vous ne verrez pas franchement la différence. Donc en résumé, l'écran, la colorimétrie peut être excellente si vous faites les changements dans la configuration. Le contraste est moyen, la luminosité est également moyenne. Le Poco M4 Pro est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 810, mais pas le mien. En fait, j'ai reçu une version apparemment de pré-production où j'avais un processeur Dimensity 700 overclocké. Donc les performances que j'ai mesurées sont inférieures à celles du Poco commercial avec le 810. J'ai obtenu 295 000 points sur AnTuTu, ce qui est déjà très bien, mais avec le Dimensity 810, on peut s'attendre à ce que la performance monte à 355 000 points sur AnTuTu. Et là, ça met les choses clairement au point. Le Poco M4 Pro est très clairement le plus puissant dans sa catégorie de prix. Pour la partie graphique, c'est un Mali G57. C'est exactement la même chose que dans le Poco M3 Pro, donc c'est pas de ce côté-là que la différence se fera, mais vous verrez que la performance a une influence positive non seulement sur le gaming, mais aussi sur des éléments comme la stabilisation vidéo qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Le Poco M4 Pro a pour vocation d'obtenir un très bon rapport prix-performance. Et je vais vous montrer que c'est bien le cas. J'ai lancé ici PUBG Mobile en HD, donc avec des textures en haute définition et avec le niveau de détail maximum. L'expérience est vraiment bonne. J'ai vraiment pas constaté de ralentissement et j'ai pas non plus constaté de surchauffe du téléphone. Donc le refroidissement est assez efficace. Bon, la vidéo est assez longue, elle va durer plus ou moins 8 minutes. Si vous n'êtes pas intéressé par le gaming, je vous propose simplement de passer au chapitre suivant.
test d'autonomie est basé sur une application que j'ai développée pour tester l'autonomie de la batterie dans des conditions identiques pour chaque téléphone testé. Le test, il est très simple, il va occuper le téléphone à un pourcentage d'environ 10%, avec une série avec l'écran allumé à 100% et une autre série avec l'écran allumé à 50%. Ce test correspond assez bien à une utilisation contemplative, donc si vous passez beaucoup de temps à lire des pages ou regarder les réseaux sociaux sur votre téléphone, ce test va être assez réaliste pour vous. Par contre, si vous êtes un gamer, le test n'est pas fiable pour vous parce qu'il ne teste pas la charge à 100% du processeur. Donc pour revenir au Poco, il m'a fallu 123 minutes pour charger la batterie de 1 à 100%. C'est un excellent score qui va placer le Poco dans le top 10 des téléphones les plus rapides que j'ai testés. La charge rapide en 33 watts permet non seulement de charger la batterie assez rapidement, mais la charge du Poco est presque linéaire. Donc ça veut dire que la vitesse de chargement commence seulement à ralentir entre 90 et 100%, et les derniers 20% ne prennent qu'une trentaine de minutes. Là où beaucoup de téléphones ralentissent très fortement à partir de 80% et mettent parfois plus d'une heure pour compléter les 20% restants, le Poco va beaucoup plus vite pour la charge, et la charge est beaucoup plus régulière. Alors pour la partie autonomie, j'ai pas eu le temps de faire un test sur 50%. Par contre, je l'ai fait sur 100 avec une extrapolation sur 50%. Donc on obtient quoi? Une autonomie de 634 minutes pour un écran allumé à 100%. Donc ça c'est une autonomie, j'irais dans la moyenne pour une batterie de ce type-là. Et si on part sur un test avec l'écran à 50%, je devrais atterrir vers 1600 minutes, ce qui n'est pas mauvais non plus. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. C'est un score qui est tout à fait similaire au Redmi 10, et c'est exactement la même capacité. Donc le Poco M4 Pro partage vraiment beaucoup de composants communs avec le Redmi 10. Et ici, comme l'écran est essentiel, si l'écran est le même, l'autonomie sera plus ou moins la même également aussi. Donc voilà, la batterie est une batterie de 5000 mAh, elle donne une autonomie en usage normal, je dirais de 2 à 3 jours. Pour ceux qui l'utilisent de façon plus intensive, ce sera entre 1 et 2 jours dans ce cas-là. Pour tester la sensibilité au Wi-Fi, j'utilise le même protocole pour tous les téléphones. Je fais un certain nombre de mesures à proximité du routeur, donc toujours la même proximité, toujours le même endroit, et je fais un certain nombre de mesures à distance du routeur, toujours dans les mêmes conditions. Pour le Poco M4 Pro, j'ai obtenu une sensibilité de moins 17 dBm à proximité du routeur, et un signal moyen de moins 56 dBm à distance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moins 17, c'est dans le top 10, donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez voir les autres appareils qui ont été mesurés, ils se trouvent tous sur mon blog. Et moins 56 à distance, c'est un bon score également aussi. Donc ça semble indiquer que le Poco M4 Pro a donc une bonne sensibilité au Wi-Fi. Et pour la vitesse de téléchargement, j'ai obtenu une vitesse de téléchargement de 320 mégabits par seconde. Sachant que j'ai une ligne à 400 mégabits par seconde, c'est un bon score, donc il est même fort probable que ceux qui ont une connexion internet plus rapide puissent atteindre une vitesse encore plus élevée. Alors ce résultat, il est plutôt bon, donc le Poco M4 Pro rentre dans le top 10, peut-être même dans le top 5 des meilleurs appareils au niveau Wi-Fi, donc c'est plutôt un bon score. On a tendance à l'oublier, mais à la base, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Et donc, dans mes tests, j'ai un protocole de test pour la sensibilité au réseau, en particulier ici la 4G, parce que j'ai pas de 5G chez moi. Et donc, mon protocole de test, c'est quoi? J'ai une sonde qui vérifie la qualité du signal réseau toutes les minutes, 24 heures sur 24, depuis 2 ans. Je compare ces signaux avec les téléphones testés exactement dans les mêmes conditions. Ce que ça donne, c'est pour le Poco M4 Pro, j'ai fait 570 mesures. C'est un peu moins que ce que je fais d'habitude parce que j'ai pas pu garder le téléphone aussi longtemps que je le voulais, mais ça reste suffisamment fiable pour obtenir un bon résultat. Donc j'ai obtenu un signal moyen de moins 96,78 dBm avec le Poco. Au même moment, donc la comparaison est faite exactement dans les mêmes conditions. La sonde a mesuré moins 93,71. Alors ça donne une différence d'environ 3 dBm entre les deux.
Ça classe le Poco dans la bonne moyenne des téléphones. J'ai jusqu'à présent testé très peu de téléphones qui étaient capables de faire mieux que la sonde. J'en avais, mais pas énormément. Donc le Poco délivre des résultats corrects et a donc une sensibilité au réseau 4G tout à fait correcte également aussi. Le Poco M4 Pro tourne sous une architecture Mediatek, donc avec une puce GPS Mediatek également. En règle générale, ça se traduit par une meilleure précision GPS et ça se vérifie également sur ce Poco. Le niveau de précision s'établit à 1 mètre et il le fait très rapidement. Donc le premier fixe est vraiment rapide. Le niveau de précision reste à 1 mètre et donc il est très stable. À côté de ça, j'ai regardé les différentes fréquences utilisées, mais là j'ai par contre trouvé une seule fréquence par réseau, donc les habituels L1, B1 ou E1. Donc c'est pas un appareil dual band au niveau de GPS, mais ça reste un bon appareil au niveau de la précision GPS. Le Poco M4 Pro est équipé de deux capteurs à l'arrière. Le premier, le grand angle, c'est un Samsung S5K JN1 de 50 millions de pixels qui est également utilisé sur le Redmi 10 et qui ne m'avait pas ébloui sur le Redmi 10. Le second capteur, un ultra grand angle, c'est un Sony IMX355. Ce capteur est utilisé sur au moins une dizaine de téléphones Xiaomi qui ont été lancés cette année. Pour tester la qualité des photos, je fais deux sortes de tests. Un test purement technique dans un environnement contrôlé avec une lumière contrôlée, dans le but de tester des éléments objectifs comme la netteté, la plage dynamique, la colorimétrie, la distorsion. Et ensuite, je fais un test plus subjectif en allant faire des photos à l'extérieur et en donnant un jugement sur les photos que j'ai prises. Je vais commencer par le test technique et ensuite je vous montrerai que le test technique, finalement, il remonte des choses très évidentes sur les photos prises en extérieur. Alors je vais commencer par le capteur principal, le Samsung. J'ai donc testé la netteté au centre et en périphérie, les aberrations chromatiques au centre et en périphérie, la plage dynamique, la fidélité des couleurs et la distorsion. Et le résultat est que la netteté au centre est correcte, mais sans être exceptionnelle. La netteté diminue relativement fort sur les bords, donc j'ai mesuré une différence de 55% entre le centre et les bords. Les aberrations chromatiques, il n'y en a quasiment pas, donc ça c'est pas un problème. Par contre, la plage dynamique est moyenne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capteur a du mal à afficher des zones sombres et des zones claires sur la même photo, sans tomber soit dans la surexposition, soit la sous-exposition. Et on verra dans les photos que j'ai prises à l'extérieur que ce phénomène se produit dès que la luminosité descend un peu. Alors, au niveau des couleurs, j'ai obtenu un delta E de 12,8. Ce qui est pas trop mauvais, mais c'est pas non plus le meilleur téléphone que j'ai testé à ce niveau-là. Distorsion, il n'y en a pas pour un module grand angle, c'est tout à fait acceptable. Le deuxième capteur, le Sony IMX355, est donc un capteur ultra grand angle. Ces capteurs-là sont des capteurs qui produisent des photos de moins bonne qualité que les capteurs principaux. C'est presque toujours le cas, et c'est encore une fois le cas avec ce Sony IMX. Alors, le Sony IMX a une netteté qui est plutôt faible, qui est même 3 fois plus faible que le capteur principal. Ça se voit pas trop quand on regarde les photos sur un écran de téléphone, mais dès qu'on les regarde sur un écran de PC, on voit directement la différence. Alors, la netteté au centre est faible, la netteté en périphérie est encore plus faible, il y a une différence de 20%. Les aberrations chromatiques sont visibles, surtout en périphérie. La plage dynamique est moyenne, elle est même légèrement supérieure à la plage dynamique du capteur principal. Et alors au niveau colorimétrie, j'ai obtenu un delta E de 10. Et même si 10 en soi, c'est pas un score exceptionnel, ça reste un très bon score pour ce genre de capteur et même un meilleur score que le capteur principal. Donc le capteur secondaire ici fait mieux que le capteur principal en matière de colorimétrie et de plage dynamique. Je vais passer aux photos prises en extérieur. Bon, évidemment, YouTube n'est pas le meilleur format pour analyser des photos, puisque bon, les photos seront déjà redimensionnées pour rentrer dans le format vidéo, mais en plus,
YouTube appliquera probablement une compression qui rendra la photo encore plus mauvaise qu'elle ne l'est en réalité. Donc pour ceux qui veulent voir les photos dans une résolution normale, je conseille d'aller voir dans mon blog, toutes les photos s'y trouvent et vous pouvez accéder aux photos en taille originale. Bon, je reviens sur les photos prises en extérieur. Je vais commencer par une photo plus ou moins réussie prise en milieu d'après-midi. On voit que quand les conditions de lumière sont bonnes, bon, la photo a l'air plus ou moins réussie. Et c'est le cas en fait, hein, donc je pense pas qu'on puisse dire que la photo soit mauvaise. Par contre, si on zoome légèrement sur la photo, même pas au niveau de 100%, on se rend compte que la netteté n'est pas exceptionnelle. Et donc ça, c'est déjà un des éléments qui confirme le test technique. Les autres, au niveau des couleurs, ce sera difficile à juger sur une vidéo, mais croyez-moi sur parole, les couleurs sont pas super correctes. Alors, je disais dans le test technique que le téléphone était rapidement mis en difficulté au niveau de la plage dynamique. Sur cette photo, on le voit très bien. Il y a peut-être 10 minutes qui séparent la photo que je vous ai montrée en premier et la deuxième. Et on voit très bien que dès que le soleil disparaît, que les nuages euh, s'épaississent, le, la- l'exposition générale de la photo est nettement moins bonne. Donc la photo est très très sombre par rapport à un milieu qui ne l'était pas réellement en réalité. On voit que les nuages virent vraiment vers le blanc alors qu'il y avait des portions de ciel bleu. Et donc ça c'est ce que je veux dire avec la plage dynamique, c'est que le téléphone, enfin plutôt ici le capteur photo, n'est pas capable de restituer des zones claires et sombres en même temps. Et donc dès que le soleil va se couvrir, ou si la luminosité baisse pour une autre raison, les photos seront plus sombres et moins agréables à regarder. Alors maintenant, je vais passer au capteur ultra grand angle, donc le Sony IMX 355, avec une première photo qui semble assez réussie. En fait, comme la première photo avec le grand angle, la seule différence, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine distorsion. Le tronc de l'arbre, il n'y a plus une forme naturelle, en fait, avec la distorsion. Mais la photo reste d'une qualité acceptable à partir du moment où on la regarde sur un écran de téléphone ou un écran qui n'est pas trop grand. Si je zoome cette même photo, comme je l'ai fait pour la photo précédente, je vais voir exactement la même chose, presque une bouillie de pixels, parce que finalement, le niveau de détail n'est pas suffisant pour pouvoir distinguer les feuilles. Alors bon, ça c'est un résultat tout à fait normal pour ce genre de capteur. Les couleurs sont par contre plus correctes sur le capteur principal. Et on verra que dès que la luminosité baisse, on va également avoir des photos qui s'assombrissent, mais moins qu'avec le capteur principal. Donc ce Sony IMX 355 est meilleur que le capteur principal sur la colorimétrie et la plage dynamique. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu de ce que le Poco M4 Pro pouvait faire en matière de photos. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y a 30-50 photos sur le blog qui permettront de donner une meilleure idée de ce que ces deux appareils photo sont capables de faire. Bon, maintenant, si je dois conclure, je dirais simplement que le Poco M4 Pro n'est pas l'appareil de référence pour la photo, mais en même temps, pour un appareil d'entrée de gamme, je pense qu'il délivre une qualité photo tout à fait en adéquation avec son positionnement de prix. Dans la même gamme de prix, si vous voulez des meilleures photos, je vous conseille plutôt alors le Redmi Note 10 ou si on peut encore le trouver, le Poco X3. Pour tester la qualité vidéo, j'utilise habituellement deux types de tests. Le premier, c'est un test pour évaluer la stabilisation et le deuxième, c'est un test plus comme celui que j'utilise pour la qualité photo. Donc, je vais évaluer la luminosité, l'exposition, la colorimétrie, la netteté, ce genre de choses-là. Alors, je commence par la stabilisation. Donc, vous allez voir que le Poco M4 Pro a un système de stabilisation, ce qui est assez rare dans l'entrée de gamme, et en plus il n'est pas trop mauvais. Donc on voit que on va voir sur la vidéo que les chocs des pas sont grandement amortis, même si on les voit encore un peu. Pour l'entrée de gamme, c'est plutôt un bon résultat.
Pour vous donner une idée de la qualité vidéo du Poco M4 Pro, j'ai fait deux vidéos, une en portrait, une en paysage, où vous allez voir que les commentaires que j'avais sur la partie photo sont les mêmes que sur la partie vidéo, à savoir que lorsque la luminosité est bonne, les vidéos sont bonnes également aussi. La netteté au centre est correcte et en périphérie, elle est un peu plus évasive. Je dirais que on voit aussi assez fortement les sauts d'exposition. Donc quand je passe du ciel au sol ou en dessous de la ligne d'horizon et inversement, on voit que le téléphone travaille un peu pour essayer de récupérer la plage dynamique, mais n'y arrive pas complètement. Donc bon, voilà, ce sont exactement les mêmes constatations que pour l'appareil photo. C'est normal, c'est le même appareil photo. Et je dirais globalement, bon, c'est une performance moyenne pour un téléphone d'entrée de gamme, donc quelque chose de tout à fait prévisible pour un téléphone de ce prix-là. Voilà, il est temps d'arriver à la conclusion. J'ai un système de score basé sur 140 points avec tous les critères que j'ai mentionnés dans la vidéo et tous ceux qu'on retrouve sur mon blog. Le Poco M4 Pro obtient un score de 101,5 points sur 140 et se classe en 11e position parmi les 54 appareils que j'ai testés. C'est une très bonne position pour un téléphone d'entrée de gamme. Et le Poco M4 Pro est vraiment exactement là où je l'attendais. Donc il offre le meilleur rapport prix-performance sans réellement faire de trop grosses concessions sur tout le reste. Alors, est-ce que ce téléphone est uniquement fait pour les gamers? Non, franchement pas. La performance c'est bien pour le gaming, c'est sûr, mais ça apporte aussi un confort au quotidien pour tout le monde. Et il n'y a pas que la performance qui est bien sur ce Poco M4 Pro, il y a quand même encore aussi un certain nombre d'autres critères qui sont importants. Donc il y a la colorimétrie de l'écran qui est très bonne, à condition de le paramétrer correctement. La charge de la batterie est très rapide, l'écran est en 90 Hz. La sensibilité et la vitesse du Wi-Fi est très bonne. La précision et le fixe GPS sont très bons. Et je dirais, ma plus grosse déception, c'est la qualité de la photo. Sans être vraiment mauvaise, parce que j'ai quand même vu des téléphones qui produisaient des photos bien plus mauvaises que ça, je dirais que c'est une qualité assez moyenne. Donc quand les conditions de lumière sont bonnes, la qualité est acceptable, mais dès que les conditions de lumière se dégradent, la qualité est nettement moins bonne. Alors l'autre faiblesse, euh, c'est plutôt la luminosité de l'écran. Donc l'écran est suffisamment lumineux pour être utilisé à peu près partout, sauf en plein soleil où il aurait fallu une luminosité quand même un peu plus forte pour résister aux rayons du soleil. Donc voilà, le test est terminé. Si vous voulez tous les détails, vous pouvez aller sur mon blog. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas d'acheter par mes liens si vous voulez me soutenir. Merci et au prochain test.